Alors Daniel Linco aurait pu choisir quand même la filière commerciale, hein, mais il a préféré persévérer dans la chimie. Et bien lui en a pris puisqu'il est aujourd'hui directeur de recherche au CNRS. Il est aussi directeur de l'Institut de recherche et développement sur l'énergie photovoltaïque. Donc il va nous parler un petit peu de ça. Alors il paraît que le Soleil va s'éteindre dans environ 5 milliards d'années. Donc ça nous laisse largement le temps de vous écouter. Merci beaucoup. Alors, avant, oui. Professeur, Edmond, vas-y. Je ne vais pas dire grand-chose de plus, hein. Simplement, moi je suis très content que Daniel Linco ait accepté de venir donner cette conférence. Je voudrais simplement dire que c'est dans le cadre d'un partenariat que la Société chimique de France, de la région Île-de-France, fait avec l'Union des industries chimiques Île-de-France, que nous avons le plaisir de t'accueillir. Bon, je ne vais pas dire grand-chose sur la Société chimique de France, parce que vous avez ici un kakémono qui vous donne toutes les actions que fait la société. Je voudrais simplement dire que dans l'Île-de-France, on représente à la fois, disons que la Société chimique de France est véritablement un réseau de chimistes. Et en Île-de-France, vous avez à peu près un tiers de chercheurs, un tiers d'enseignants du supérieur, mais aussi du secondaire, et un tiers d'industriels. Voilà. C'est tout ce que je veux dire, hein. Vous avez plus de choses qui sont dites là-dessus. En ce qui concerne Daniel, je vais juste préciser deux choses. C'est qu'il est directeur de recherche au CNRS. Il est directeur de l'IRDEP, qui est l'Institut de recherche et de développement de l'énergie photovoltaïque. C'est un institut qu'il a contribué à créer, et il faut le souligner, c'est un partenariat entre, d'une part, le CNRS, le EDF et l'école de chimie et chimie ParisTech. Voilà. Il est d'autre part maintenant directeur de l'IPVF. Scientifique. Directeur scientifique de l'IPVF, qui est l'Institut photovoltaïque de l'Île-de-France. Alors ça, c'est une retombée du grand emprunt. Et voilà, c'est donc un ITE, un Institut de transfert d'énergie. Voilà. On va te laisser parler. Merci Edmond. Je te donne la parole. Au revoir. Merci beaucoup. Bon après-midi, je suis très heureux d'être présent et de pouvoir de venir cet après-midi pour parler un peu du photovoltaïque. Je me rends compte qu'il y a aussi énormément de jeunes dans l'assistance et en 73, je devais avoir 74 dans les 25, 24, 25. Donc les choses commencent très tôt et j'aurai l'occasion aussi de vous en parler à travers des exemples. Et donc je remercie aussi les organisateurs de la Société chimique de France de cette invitation qui est un honneur. Alors, le titre de l'exposé, c'est l'illustration des progrès scientifiques dans le domaine de la conversion photovoltaïque de l'énergie solaire. Alors, comme vous allez le voir, j'ai cherché à faire un exposé qui soit à la fois sur des aspects scientifiques, mais aussi de vous donner le contexte, comment les choses se font, comment elles évoluent, comment des technologies peuvent apparaître, disparaître ou s'imposer ou pas. Et donc, il y a toute une histoire à côté également, qui est une histoire à la fois scientifique, humaine et technologique. Alors, il faut rappeler ce que c'est que le rayonnement solaire. Le rayonnement solaire, c'est en fait de la lumière qui nous vient d'un corps qui est chauffé aux alentours de 6000 degrés Kelvin. Et à 6000 degrés Kelvin, il a une distribution d'énergie qui est destinée, qui est en fait centrée sur le visible. On a beaucoup de chance, comme vous le verrez par ailleurs. Elle est centrée sur le visible, donc elle est centrée sur des longueurs d'onde d'environ 0,5 microns, donc sur plutôt le vert. Et vous voyez au fur et à mesure, ça c'est la distribution à l'extérieur de l'atmosphère. Et puis quand on rentre dans l'atmosphère, on a toutes les bandes, les orientations, la traversée de l'atmosphère et puis des absorptions également par l'eau, les fameux gaz à effet de serre, le CO2. Ce qui est important de voir, c'est que cette énergie est portée par des photons dont l'énergie est donnée par hν, fameuse constante de Planck multipliée par nu. Et en fait, cette énergie des photons, elle correspond, quand on fait l'ensemble de l'intégration ici, à une puissance hors atmosphère qu'on appelle la constante solaire, qui est autour de 1350
350 watts par mètre carré. C'est-à-dire que si vous êtes à l'extérieur de la Terre et que vous mettez un panneau d'1 mètre carré, il reçoit 1350 watts par mètre carré toute l'année. Donc ça vous donne une idée de cette puissance qui est disponible et qui explique aussi l'importance de l'énergie solaire. Et vous avez, alors ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, quand on descend au niveau de la Terre, on descend au niveau de la Terre avec une puissance qui évidemment est diminuée puisqu'il faut traverser l'atmosphère. Souvent, il y a aussi de la diffusion, etc., etc. Mais en fait, si le soleil est très clair et qu'on est sous nos latitudes, si on se met à 45 degrés, on a 1000 watts par mètre carré. Et pour ceux d'entre vous qui ont l'habitude de manipuler des projecteurs et tout ça, 1000 watts par mètre carré, c'est déjà une sacrée puissance. Et pour vous donner des équivalences, puisque en matière d'énergie, ce qui est très important, c'est de faire les équivalences entre les différentes formes d'énergie. Et souvent, on parle de calories, on parle de joules, on parle de kilowattheures, etc., etc. Donc, c'est très important d'avoir l'idée de ces équivalences. Eh bien, une tonne équivalent pétrole représente 11,6 mégawattheures. Et en fait, si on regarde en un an, 1 mètre carré mis à l'extérieur de l'atmosphère reçoit en énergie photonique directement l'équivalent d'une tonne équivalent pétrole. Alors si maintenant on regarde au niveau de la Terre, évidemment, cette fameuse puissance de 1300 kW dont j'ai parlé tout à l'heure, 1350, elle va se répartir et on peut avoir ce qu'on appelle une puissance moyenne qu'on va mettre sur toute l'année au niveau de la Terre. Et on voit que finalement, cette puissance moyenne, elle est assez bien distribuée, mais on voit qu'en fait, finalement, elle peut aller de 100 watts et elle peut monter jusqu'à environ 300 watts. Et vous voyez qu'elle est distribuée partout. Elle est distribuée, bien sûr, il y en a partout. Il y en a sur les mers, il y en a bien sûr dans les déserts, mais il y en a aussi beaucoup en Europe. Et ça, c'est l'équivalent de ce qu'on reçoit en moyenne. Si on prend maintenant 1 mètre carré, et là, c'est des tables qui sont tabulées, en fait, 1 mètre carré de surface au sol ou orienté pour recevoir, reçoit environ, en France, environ 1 à 2 mégawattheures par an, c'est plutôt 1 en France, qui correspond à peu près l'équivalent d'un baril de pétrole. Baril de pétrole, c'est 159 litres. Donc, c'est une ressource extrêmement abondante. Alors, d'où tire-t-elle? Comment se fait-il que l'énergie solaire est capable de se convertir en énergie qu'on va utiliser tous les jours? Eh bien, on a pas mal de chance. Il se trouve que en chimie, les atomes sont liés par des liaisons. Donc c'est en fait les liaisons à l'intérieur des atomes, ces liaisons, elles sont pleines d'électrons. Et en fait, l'énergie de ces liaisons, on a pas mal de chance, elle est pratiquement au niveau des photons qui arrivent. C'est-à-dire qu'en fait, le premier processus qui arrive, c'est que les photons arrivent et ils vont venir toucher des électrons qui sont dans les matériaux, dans tous les matériaux, dans les pulls, dans tout ce qu'on veut, et ces électrons vont être excités et vont convertir l'énergie des photons en énergie électrique. Et qu'est-ce que c'est qu'une énergie électrique? C'est moins QV, c'est-à-dire qu'en fait, on va prendre les électrons et on va les porter à un potentiel différent. Et ensuite, que vont faire ces électrons une fois qu'ils sont à un potentiel plus négatif? Eh bien, ils vont avoir envie de retomber au niveau fondamental. Et en fait, on voit que le premier processus, c'est l'absorption par deux niveaux, un niveau bas, un niveau haut, et le deuxième processus, c'est finalement faire de la chimie ou même de l'électrochimie, ou redescendre en faisant de la chaleur. Donc en fait, on s'aperçoit que rien ne se perd, rien ne se crée, l'énergie des photons est transférée très efficacement en énergie électrique, et ensuite, cette énergie électrique, elle est redissipée, les électrons reviennent en faisant de la chaleur, ils peuvent faire de la lumière aussi, et puis ils vont faire aussi de la photosynthèse. Et bien, l'énergie électrique, pour l'instant, on ne la voit pas parce que d'immédiatement, ils refont ces choses-là. Eh bien, le photovoltaïque, c'est le rêve, disons, de pouvoir capter l'énergie électrique avant que ces électrons et ces trous, comme on dit, qui sont en bas, ici, c'est le trou de l'électron qui a été éjecté, puissent partir dans d'autres domaines. Et en fait, on voit que finalement, l'énergie solaire, la première chose qu'elle fait, c'est de la chaleur, les vents, des courants marins, des vagues, et ça donne des énergies renouvelables comme l'éolien, l'hydraulique, les énergies marines, le solaire à concentration. Et le deuxième aspect, la photosynthèse, va nous donner de la biomasse, qui va donner du charbon, du pétrole, du gaz, donc les énergies fossiles de la révolution industrielle actuelle, et aujourd'hui, de plus en plus, de la biomasse renouvelable, et on cherche à utiliser cela sur de la photosynthèse artificielle. Alors la photosynthèse artificielle, on a vraiment, sans rentrer dans les détails, en fait la nature s'est arrangée pour faire des systèmes à deux niveaux qui sont capables de transférer des électrons du niveau bas du colorant, ici c'est de la chlorophylle, au niveau haut, et on voit que la chlorophylle absorbe très bien dans les longueurs d'onde qui correspondent au spectre visible. Alors c'est des processus extrêmement intéressants qui sont vraiment des processus qui aujourd'hui sont au cœur de l'attention des chimistes, des physico-chimistes et des physiciens.
Alors la nature, je vous en ai parlé, elle est capable de faire alors l'absorption, ça se fait avec, vous voyez, il y a un potentiel électrochimique, et puis il y a l'énergie. Alors l'énergie et le potentiel sont en sens opposé, mais le point clé, c'est les photons excitent des électrons, et ces électrons vont faire de la réduction, et donc ils vont faire toutes les réactions possibles en dessous, et donc ils vont faire la réaction du gaz carbonique avec de l'eau pour produire les éléments naturels des hydrocarbures, des carbohydrates. Alors la découverte des niveaux d'énergie, elle a été très finalement assez tardive. Elle est venue avec Volta dans les années 1800 où ils ont commencé, où finalement on s'est rendu compte que si on prend des lamelles de zinc, une lamelle de cuivre, etc., elles peuvent échanger du courant. Et ça, c'est un point important, c'est que l'humanité a donc découvert que les niveaux d'énergie existaient, et à partir de là, très rapidement, Edmond Becquerel est considéré, dans cette période, Edmond Becquerel a travaillé sur ces questions et a développé des études, notamment à la suite de Volta, et il a découvert l'effet de la lumière. Et il a publié en 1832, à 19 ans, la découverte du photovoltaïque. Alors Edmond Becquerel, ce qui est surprenant, c'est le père de Henri, qui est le découvreur aussi de l'énergie nucléaire. Donc on a une famille, et le fils d'Antoine qui a travaillé sur la piézoélectricité. Donc on a des familles, c'est intéressant de voir ces filiations. Et c'est en fait quelqu'un qui est considéré comme le découvreur. Ceci dit, entre la coupe aux lèvres, c'est 1839, vous voyez, il ne s'est pas passé grand-chose sur la conversion photovoltaïque. C'est-à-dire que presque un siècle après, il a fallu plus d'un siècle pour que d'un seul coup, alors cette courbe, elle montre le rendement, les années, et elle montre le rendement des cellules photovoltaïques. En fait, il s'est passé des choses très importantes. En 1905, Einstein a expliqué l'effet photoélectrique, qui a expliqué finalement ce qui s'est passé quand Becquerel voyait ces effets. Et puis, il a fallu attendre ici, 1954, pour voir des cellules au silicium, en fait, monter. Le rendement d'un seul coup est passé à 5%, puis 10%, et il a saturé ici aux alentours de 13-14% sur les cellules records jusqu'à 1975. Alors ce qui est intéressant, c'est que quand on analyse une courbe comme ça, on voit que le progrès scientifique ou le progrès d'une technologie est dû à deux étapes. Il y a une découverte, toujours, au départ. Cette découverte, c'est ce qu'on appelle la rupture. Il y a les faits, Becquerel a fait une rupture. Et puis ensuite, les gens qui ont découvert ici, Chapin, Flüller et Persson, ont fait une nouvelle rupture en s'apercevant que le silicium pouvait donner de l'effet photovoltaïque. Et puis une fois qu'il y a la rupture, il y a tout de suite une montée du rendement, une montée des performances, parce qu'on améliore. Et là, on est dans une situation où, un peu à certains moments, on va finir par saturer et aller vers une sorte d'asymptote qui va être déterminée par le niveau de la technologie qu'on a, le niveau des performances qu'on a, et il va être dicté par les conditions initiales. Et puis à un moment donné, quelqu'un d'autre va redécouvrir quelque chose, va refaire une nouvelle rupture, et vous voyez, ça repart, et ça se consolide, ça repart, et ça se consolide. Donc contrairement à ce qu'on voit tout le temps, souvent les gens ils prennent et ils font une régression avec Excel. Ils disent voilà, le rendement photovoltaïque il augmente de 1% par an, comme si ça venait comme ça, tous les ans on va, clac, on met. C'est pas vrai du tout. En fait, ça c'est une vision qui n'est pas une vision qui restitue l'histoire des technologies et des connaissances. On a toujours ce type de courbe. Et ce qui est intéressant, c'est que vous voyez qu'au cours des années, eh bien on est arrivé en 2005 à des rendements de pratiquement 25%. Aujourd'hui c'est 25,6% avec ces cellules. Point intéressant, quand on regarde les vrais modules commerciaux, eh ben les modules commerciaux, c'est un peu comme la Formule 1 par rapport à la technologie de voiture de Monsieur Tout-le-Monde. En fait, on redescend, on rabaisse les coûts, etc. Donc vous voyez que les rendements commerciaux augmentent, mais ils perdent un peu ce côté. On voit que les innovations sont intégrées à l'intérieur, mais c'est moins net. Et il y a une différence entre les cellules records, c'est comme un performeur en triathlon, et quelqu'un classiquement. Et donc on voit ici, et puis là aujourd'hui, ce que j'ai mis en rouge, c'est les progrès qui sont faits quand l'industrie se développe. Et je vous le montrerai. Vous voyez, l'industrie, elle était là il y a quelques années, et aujourd'hui, elle est capable de faire des cellules à 22%. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment où une technologie est donnée, qu'on a fait les découvertes scientifiques, eh bien progressivement, l'industrie se met et s'adapte et arrive très proche souvent du meilleur rendement. Jusqu'à temps qu'il y ait une nouvelle rupture,
et dans ce cas-là, ça repart. Vous voyez, c'est un dialogue permanent entre l'invention des chercheurs, ou parfois, souvent, pas par hasard, mais parfois c'est le cas, et le développement industriel. Alors, vous voyez, ces fameux chercheurs dont on a parlé, eh bien, les chercheurs, ils ont trouvé le photovoltaïque avec des cellules solaires au silicium, mais quelque part, ils ne cherchaient pas spécialement les cellules solaires. Ils travaillaient dans l'aventure de l'électronique. Et le XXe siècle, c'est aussi le siècle de l'électronique à base de silicium. Et vous voyez que finalement, ils ont travaillé sur des jonctions qu'on appelle PN avec du silicium, et puis ils ont vu qu'ils répondaient à la lumière, et très très vite, ces travaux sur les premières diodes et les transistors ont donné finalement les premières cellules solaires. Et ce qui est remarquable, c'est que 54, c'est la découverte. Vous savez que ce qui passait en même temps, c'était le développement du spatial. Et les premiers satellites qui étaient envoyés, ils retombaient, parce qu'ils continuaient à tourner longtemps, mais en fait, il n'y avait pas suffisamment d'énergie pour les faire tenir, ils pouvaient tourner, après ils n'avaient plus d'énergie. Donc très rapidement, les ingénieurs, les techniciens, les chercheurs ont mis au point des cellules solaires qui se sont mises sur le premier satellite dès 58. Et on voit à ce moment-là une convergence entre l'industrie du photovoltaïque spatial et le photovoltaïque, et qui est un élément important dans le développement des technologies. Et puis tout de suite, c'est dès les années 50, vous voyez que on s'empare, le design, etc. Il y a déjà une histoire, ça c'est des projections qui étaient déjà faites sur l'utilisation dans l'espace, et ce qui effectivement s'est complètement réalisé. Très rapidement est apparue l'idée de faire passer le photovoltaïque au niveau terrestre, c'est-à-dire d'appliquer l'énergie photovoltaïque pour la fourniture de l'humanité en énergie. Et vous voyez Electricity from the Sun, et ici c'est une des conférences en 1955, et en fait où on voit que c'est essentiellement des Américains et des Français autour notamment Félix Trombe, tout le travail sur le thermodynamique. Le photovoltaïque n'existait pratiquement pas. Et puis finalement, il y a déjà eu une industrie qui s'est développée. L'industrie n'est pas restée, il y avait une découverte, c'est très cher d'avoir des satellites avec du photovoltaïque parce qu'on peut se permettre des prix, mais sur Terre, où est-ce qu'on peut utiliser les cellules des satellites ? On peut les utiliser pour les sites isolés. Donc très rapidement, se sont développées des applications en sites isolés, comme vous le voyez, et en fait, ils imaginaient, vous voyez, en 2055, ils s'imaginaient déjà un développement à très grande échelle. En fait, ça a pris beaucoup plus de temps. 2055, je pense que ça sera le cas, mais on a cru que ça allait partir extrêmement vite. Voilà, il y avait même des choses qu'on voit aujourd'hui. Vous savez que l'imagination, les radios, etc., etc. Revenons maintenant juste à la question de comment fonctionne une cellule solaire à base de silicium. Eh bien, elle est faite tout simplement, le processus dont j'ai parlé d'excitation d'un électron de ce qu'on appelle la bande de valence, c'est-à-dire des liaisons jusqu'au niveau de ce qu'on appelle la bande de conduction, eh bien il existe. Le problème, c'est qu'en général, l'électron qui est là, il se recombine, il perd son énergie avec le trou. La seule façon de les séparer et de les faire travailler dans un circuit extérieur, c'est de leur mettre un champ électrique. Si vous avez un électron, il est chargé négativement, vous vous mettez dans un endroit où il y a un champ électrique, l'électron, il va dans le sens contraire du champ électrique. Et le trou, il va dans le sens du champ électrique. Et bingo, on a trouvé le moyen artificiel de séparer les paires électrons-trous et de faire une cellule solaire. Et en fait, une cellule solaire, voilà les caractéristiques des cellules solaires. Donc c'est simplement une diode qui est éclairée et qui a un domaine ici où elle peut générer de l'électricité. Alors finalement, on a une situation dans laquelle progressivement, toutes ces performances se sont appliquées. Il y a eu des découvertes qui ont été faites. Et voilà un peu comment les choses se sont faites. Au fur et à mesure, en 2000, voilà une cellule solaire au silicium qui faisait 24,7% de rendement. Et vous voyez qu'elle est déjà beaucoup plus compliquée que la simple juxtaposition d'une couche de type N et d'une couche de type P. Il y a des choses qui sont texturées pour que la lumière ne sorte pas. Il y a des contacts. Alors ce qui se passe, c'est que quand une paire électron-trou est générée, l'électron, il est attiré vers ce côté-là, il passe dans les doigts et il sort dans le circuit extérieur. Tandis que les trous vont aller vers l'arrière. Et vous voyez, il y a toute une ingénierie qui ressemble beaucoup à l'ingénierie de la microélectronique. Donc on voit, et pour les chimistes, et là le travail sur les chimistes a été extrêmement important, parce que ces zones qu'on appelle N, N+, etc., c'est un travail de chimiste sur le dopage. Ça se fait en mettant du phosphore à l'intérieur du silicium, en purifiant le silicium. Donc souvent c'est passé un peu sous silence, mais les chimistes ont contribué, dans les travaux sur la purification extrême du silicium, ont contribué à faire avancer, parce qu'on n'aurait pas eu de silicium ultra pur, on n'aurait pas été capable de le faire. Donc c'est vraiment un travail qui mène à la
fois des chimistes, des physiciens, etc., etc. Et puis finalement, dès 2005, on a changé de structure et on est venu à des structures, vous voyez, où il n'y a plus du tout. Alors là, on est dans ce qu'on appelle de l'électronique. C'est vraiment de la microélectronique. C'est-à-dire qu'en fait, le domaine du solaire est arrivé à acquérir, à maîtriser les techniques de la microélectronique. Et vous voyez que maintenant, on a une cellule qui finalement n'a plus du tout de contact avant. Donc en fait, la lumière n'est pas du tout absorbée, n'est pas perdue par les lignes. Parce qu'à chaque fois qu'on a des lignes, la lumière est absorbée, donc on perd des photons. Donc il faut maximiser le rendement. Donc ça, c'est des travaux qui sont faits par exemple en Belgique, à l'IMEC, l'Institut dans des labos qui travaillent en microélectronique. Puis finalement, il y a eu une progression qui s'est rapprochée des cellules records. Et voici des cellules toutes noires, vous voyez, elles sont, et vous en avez peut-être entendu parler, c'est des cellules qui sont avec les contacts en face arrière et qui donnent aujourd'hui des modules à pratiquement 22% de rendement. 22%. Et c'est développé, ça a été mis en place par une société qui s'appelle SunPower et qui a été rachetée à 63% par Total il y a quelques années. Donc c'est une technologie qui aujourd'hui est portée par un industriel français. Bien sûr, ce domaine a connu ses développements. On prend la station spatiale, etc. Donc on voit qu'on ne peut pas voir souvent des objets spatiaux sans les panneaux photovoltaïques. Mais ce que j'ai trouvé absolument remarquable dans la dernière année, c'est le photovoltaïque spatial avec l'aventure de Rosetta. Et donc je me suis amusé à regarder, finalement, Rosetta, qu'est-ce que c'est ? C'est aussi le photovoltaïque qui est capable, on dit souvent tirer des plans sur la comète en parlant il est non seulement tiré les plans, mais il s'est posé sur la comète. Et en fait, vous avez ici des choses qui ont été faites dans le cadre du CNES, et vous voyez les panneaux qui ont été utilisés par la sonde Rosetta. Je ne vous dis pas le niveau de technologie, de précision. Il a été fait, ils ont été envoyés en 2002. Et elle s'est posée en 2014. Donc vous vous rendez compte la capacité de programmation et de fiabilité qui a été demandée pour que ce petit module se dépose sur la comète. Donc en fait, c'est très important de voir que ce domaine-là, vers les très hauts rendements, continue à rendre un immense service à l'industrie spatiale. Mais alors qu'en est-il ? On voudrait descendre sur Terre. Pourquoi on ne peut pas descendre sur Terre ? Il y a une seule condition pour descendre sur Terre, c'est que si on veut ne pas être cantonné au site isolé, où ça c'est rentable, il vaut mieux venir sur une balise dans un port breton avec des panneaux solaires que de venir essayer de charger un tube de gasoline, vous voyez, sur la balise qui bouge, etc. Enfin, donc il vaut mieux recharger avec un panneau solaire. Donc en fait, ça c'était une industrie, mais le point important c'est d'aller vers le photovoltaïque sur Terre. 73, ce n'est pas une date qui est par hasard. 73, c'est le premier choc pétrolier. Donc en fait, lorsqu'il y a eu le premier choc pétrolier, il y a effectivement eu une volonté de développer le photovoltaïque au niveau terrestre et une course contre la montre qui s'est lancée. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut réduire les coûts de fabrication. Il faut faire en sorte que les panneaux qui coûtaient des centaines d'euros, le petit bout qu'on met sur un satellite, il soit compétitif avec ce qu'on peut mettre pour générer. On ne peut pas faire une centrale d'1 kilowatt à 1 million d'euros. Donc il a fallu travailler réduction des coûts de fabrication, augmenter les rendements, ça a toujours été la permanence, continuer à augmenter les rendements, et puis, et là aussi les chimistes ont leur place, découvrir de nouveaux procédés d'élaboration. Des procédés d'élaboration qui ne soient plus des procédés hors de chair, du moins, parce qu'on va vouloir faire des kilomètres carrés, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et alors finalement, il y a une chose qui s'est développée, c'est qu'en fait, les procédés ont changé. Vous voyez, ça c'est quelque chose qui est fait par Photowatt, qui est vraiment une entreprise pionnière, qui aujourd'hui est une filiale d'EDF, qui existe. Et vous voyez, on a développé du silicium polycristallin. On prend des gros lingots qu'on fond, et puis ensuite on les découpe en tranches, un peu comme quand on va à la boulangerie pour découper. Donc on découpe les tranches, et ces tranches polycristallines, on les processe de façon à leur mettre les contacts, faire les diffusions, etc. Et vous voyez, ça j'ai retiré ça d'un ancien transparent, il y avait un rendement de 14,5 avec des procédés de fabrication qui cette fois-ci ne sont plus les procédés du spatial et des très hauts rendements. Et ça a donné l'irruption de nouveaux procédés dans le domaine du photovoltaïque. Évidemment, ce domaine-là a également été développé, c'est-à-dire qu'on a été capable aussi de réduire les coûts avec du monocristal, et en fait, ces panneaux-là sont utilisés sur de l'habitat, sur de l'habitation. Et puis finalement, le rêve est devenu réalité, mais il a mis du temps. Il a mis du temps, regardez, jusqu'à 2000, il n'y avait rien.
pratiquement rien. Vous voyez, la puissance installée dans le monde, c'était pratiquement rien. Quelques dizaines quelques centaines de mégawatts. Et en fait, regardez la croissance. C'est une croissance qu'on appelle exponentielle, avec environ 40% de croissance par an sur la puissance installée dans le monde. Et aujourd'hui, 140 gigawatts sont installés. Il y en a 37,5 en Allemagne, qui représente 6% de l'électricité, 5,2 en France de gigawatts, plus de 1%, je ne sais pas si c'est 1,1, 1,2. Et puis, en quelques années, en 2-3 ans, en Italie, 6%, mais aussi en Chine, au Chili, en Grèce. Et on voit que le démarrage industriel est parti. Mais vous voyez combien de temps il a mis? Le rêve de 73, il a fallu 73-2003. Eh ben, il a fallu 30 ans pour le développer. Donc c'est une longue histoire, parce qu'on ne peut pas développer industriellement des procédés qui sont trop chers, etc., etc. Il y a une réalité derrière. Voilà. Et en fait, j'ai pris cette courbe qui m'a été communiquée il n'y a pas longtemps. C'est une courbe qui vient de sites officiels qui suivent et qui montre la compétitivité, cette fois-ci, économique, entre le solaire photovoltaïque et finalement le pétrole et pétrole classique. Donc on voit que finalement, ce qui était vrai il y a quelques années, en 2009, c'est pas si loin que ça, 2009, on avait raison de dire que la compétitivité n'était pas acquise et que finalement, ça pourrait pas marcher. Mais avec les efforts, notamment d'augmentation des diminutions des coûts de fabrication, l'augmentation des volumes, eh bien, on arrive dans une zone où le photovoltaïque commence à à toucher des conditions de compétitivité. Alors, je vais vous donner un deuxième exemple il faut que je fasse attention aussi au niveau du temps. Alors, je vais vous prendre un deuxième exemple. Et puis je dis, voilà, est-ce que je vous racontais sur le silicium, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Et le deuxième exemple, c'est des cellules solaires en couche mince. C'est-à-dire, au lieu de découper les lingots, de faire une métallurgie de monocristaux ou de polycristaux par découpe, l'idée, c'est de se dire, mais le solaire, quand même, si on pouvait faire des couches minces, de la peinture, etc., ça serait quand même plus simple. Donc, il y a tout de suite eu l'idée de trouver des moyens de s'affranchir de la découpe et de faire des procédés, ce qu'on appelle du revêtement. Donc, par des couches minces. Le silicium, ce sont des plaquettes qui font 200 microns, 0,2 mm d'épaisseur. Donc avec les couches minces, on dépose quelques microns, et puis cette fois-ci, le tour est joué, et puis le problème, c'est que les couches minces, les rendements, au début, donc résultat, c'est aussi un défi technologique. Regardez la tête d'une cellule solaire en couche mince sur lesquelles nous travaillons à l'IRDEP. C'est en fait une cellule sur laquelle elle est déposée sur du verre de vitre. Et puis dessus, il y a une couche de molybdène qui sert du contact arrière. Donc la couche de molybdène, elle est déposée par ce qu'on appelle la pulvérisation cathodique ou le sputtering. C'est une méthode qui sert à faire des glaces, des vitrages de maison. En particulier, beaucoup sont faits de cette façon. Et puis ici, il y a ce fameux matériau qu'on appelle le CIGS pour le cuivre, indium, gallium, sélénium. Ça fait environ, celle-là fait 3 microns, mais aujourd'hui, on est plus autour de 1,5 micron. Et puis ici, ça c'est de type P. Il y a une zone d'interface qui est faite avec un sulfure, et puis ici, il y a une couche conductrice qu'on appelle un oxyde transparent conducteur, que vous voyez notamment sur les ailes d'avion. Vous voyez les avions ou les voitures en face arrière de voitures. Comment on fait dégivrer les voitures à l'arrière? Il y a des contacts. Et entre les deux contacts, il y a une couche qui conduit l'électricité et qui est transparente, et qui, par effet Joule, empêche la condensation et la formation de glace. Et si vous regardez ça, cette structure-là, personne n'aurait parié 1 centime sur le fait qu'une structure comme ça puisse marcher. Il y a des 10 éléments différents, des polycristaux, ce qu'on appelle des joints de grains, donc on peut imaginer plein de défauts. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir. Alors, troisième exemple. Alors, le troisième exemple, c'est de se dire, est-ce que c'est fini? Est-ce que c'est fini? Eh ben non, c'est jamais fini. La recherche, elle a toujours sa logique d'aller chercher plus loin, d'aller avancer. Et en fait, aujourd'hui, eh bien, on commence à faire avec le photovoltaïque depuis plusieurs années de ce qu'on appelle du photovoltaïque organique. Vous savez, les LED. On parle aussi des LED, des Light Emitting Devices. Souvent, maintenant, c'est d'une nitrure de gallium et tout. Et peu à peu, on est en train d'utiliser des matériaux organiques, des molécules, pour faire de la lumière. Eh bien, dans le photovoltaïque, on a la même tendance à développer l'utilisation, parce que les coûts sont faibles, c'est des bases carbone, etc., des cellules organiques en s'inspirant cette fois-ci de la photosynthèse. Et je vous dis pas, il y a une éruption, vous avez peut-être entendu parler, qui est celle de la perovskite. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'était que ça, c'était les
les cellules silicium et même les cellules couche mince, c'est-à-dire avec un champ électrique. Quand on travaille avec des molécules, eh bien la molécule, elle est capable de s'exciter. Vous vous souvenez de la photosynthèse dont je vous ai parlé? Et si on est capable de la mettre à la surface d'un objet, eh bien l'électron, il peut tomber dans l'objet, tandis que le trou, il peut aller oxyder par exemple un couple redox. Et finalement, on est capable de faire des cellules avec simplement une couche moléculaire, à condition de faire de la porosité, de la rugosité. Donc c'est un champ assez extraordinaire. Et là encore, personne ne prévoyait le succès de cette méthode au début. Elle a été inventée par un chercheur qui s'appelle Michael Grätzel, qui a utilisé d'oxyde de titane poreux. Et ça marche avec du jus de fraise, hein, ça marche du jus de groseille, du jus de fraise. Mais bon, les colorants maintenant sont plus évolués. Et vous voyez, il a commencé, il a juste atteint son plateau. Et les organiques typiques avec ce qu'on appelle le carbone, les fullérenes, etc., vous voyez qu'ils ont démarré en 95. C'est une nouvelle génération. Elle a démarré, et puis d'un seul coup, ici, est apparu des perovskites qui ont monté le rendement. Vous voyez, la rupture est majeure, 20,1%, mais pour l'instant, c'est pas stable, etc., etc., mais c'est comme ça que la recherche se fait. Et en fait, on n'est plus du tout dans les matériaux, inorganiques classiques, on est dans des matériaux qui contiennent des cations organiques. Ici, c'est du méthylammonium et puis des iodures. En fait, on est passé du silicium au sélénium, dans le cas du CIGS, à des iodures. Vous voyez, on s'écarte encore dans le tableau périodique. Et la beauté de la chose, c'est que ce sont des méthodes de dépôt qui sont des méthodes, je dirais, de chimistes, de chimie classique, avec du trempé, etc., etc. Alors, on peut utiliser aussi de l'évaporation. Et les des grands développeurs sont Michael Grätzel à Lausanne, à l'EPFL. Et vous voyez, en fait, on a cette couche ici qui fait quelques nanomètres. Et ici, elle est contactée par un conducteur, un polymère conducteur de trous. Et puis, Henry Snaith à Oxford. Et il y a déjà des entreprises qui commencent à essayer de le faire. Et donc, en fait, il y a vraiment un essor et un travail qui est fait. Et enfin, je vais terminer en vous donnant la full picture. Donc la full picture, je vous ai préparé progressivement exemple 1 silicium, exemple 2 CIGS. Alors maintenant, vous vous préparez à ce que je vais vous montrer. La course au rendement, toute filière confondue. Et là, vous avez quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire que c'est un peu comme les Jeux Olympiques. Quand vous faites une compétition, on regarde les records, le saut en hauteur, le saut en longueur, etc. Et puis on met tout ça et on voit des progressions, etc., etc. Je vous ai détaillé l'histoire scientifique un peu de cette filière-là. Vous voyez, la cellule au silicium. Vous voyez, je vous l'ai montré ici. C'est ça que je vous ai présenté au début. Et puis regardez. Ici, il y a des nouveaux rendements qui ont été obtenus, qui sont maintenant de 20,6, SunPower, etc. Donc vous la trouvez sur le site du NREL. NREL, c'est National Renewable Energy Laboratory. Et c'est mis chaque mois, c'est actualisé. Et en fait, vous voyez celle que je vous ai présentée sur le CIGS, c'est celle-là. Vous voyez, elle est là. CIGS, c'est la verte, voyez, qui monte, et récemment avec ZSW à 21,7. Et là, vous avez les émergentes avec des cellules organiques, etc., et les fameuses perovskites. Et ici, vous avez des nouveaux concepts qui apparaissent. Donc, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est de voir que dans la recherche va fournir progressivement aux industriels, à la technologie, des éléments d'avancée. Ils vont pouvoir venir piocher ou quelque part développer. Et ce que je voudrais vous signaler, c'est en fait, regardez ce qui se passe depuis que c'est devenu une grosse industrie. C'est devenu une grosse industrie à partir de 2010. Tous les rendements augmentent. C'est-à-dire qu'en fait, la recherche industrielle fait que les rendements augmentent à l'intérieur progressivement et donnent ces choses-là. Voilà, et donc le potentiel théorique, en fait, sur le photovoltaïque, si on arrivait à faire, c'est autour de 85% de rendement. Et aujourd'hui, il y a des structures pour avoir plus de rendement qui sont autour de 45,6%, et c'est en particulier la société Soitec, qui est aussi une société française, qui a eu les records, qui a quelques difficultés actuellement. Mais vous voyez, comme on dit, on en a sous le pied, et le domaine pour la recherche en a sous le pied, ce qui explique cette association étroite entre recherche et industrie. Puis enfin, je ne peux pas terminer sans vous donner le rôle humain, et dans le contexte, en vous parlant de ce qui s'est passé avec... ça, c'était en 73. En 73, il y avait tout un engouement des scientifiques et de la société. Et je prends l'exemple des Sennheiser, qui anticipaient en 73 le développement du photovoltaïque, un peu de l'éolien. Et il y a eu en même temps aussi un grand congrès international qui a eu lieu en 1973, où Pierre Auger, qui est plus connu pour l'effet Auger, était à la tribune, et l'investissement des deux grands scientifiques français s'était fait, et il dit, voyez, c'est un des Sennheiser, palais de l'UNESCO, etc., Pierre Auger, et on voit donc à la Reiser, quelque part, l'écho que ça a pu avoir. Et puis,
ça a décoincé à partir de 2000 avec des travaux d'économistes. C'est-à-dire que le solaire est sorti un peu de son... Il est rentré en tant que modèle économique. Et cet ouvrage a été important, c'est Hermann Scher qui l'a fait, qui est économiste et politique. Et donc en fait, on voit une association économie-politique. Le domaine sort de son confinement, je dirais, purement des laboratoires. Et puis, on a fait l'année dernière un événement à l'UNESCO. Donc, vous pouvez le trouver, c'est le Journal des énergies renouvelables, et qui a fait, en fait, on a fait un événement en 2013, et il y a un numéro un peu, comment on dit, plus collector, qui a été fait pour fêter ou pour marquer cette chose-là. Et enfin, l'exemple concret, le plus bel exemple que je peux vous donner, c'est à côté de chez moi, une ferme qui a ses toitures photovoltaïques. Alors, c'est quelque part dans l'ouest de la France. Donc, vous voyez, on commence à avoir des applications. Ça, c'est les applications grande puissance, c'est des agriculteurs qui les mettent, etc., qui commencent à travailler. Mais il y a aussi le photovoltaïque qui fait rêver. Alors, vous avez ici Planète Solar, c'est aussi une très belle aventure. Vous avez le photovoltaïque organique, etc., qui commence à vouloir équiper des... Alors, c'est pas simple, hein, l'aventure n'est pas évidente, mais on voit que ces photovoltaïques déploient un peu ses ailes, et je crois que je resterai sur cette image de ce que pourrait être le futur dans quelques années, avec des photovoltaïques volants ou flottants, et donc le domaine est en pleine construction. Merci beaucoup pour votre attention.